Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kinzao. Le sujet brûlant du jour sera la Nouvelle-Calédonie. Pourquoi la Nouvelle-Calédonie? Parce qu'on entend tout dans les médias. Tout ce qui se passe actuellement sur place n'est pas évoqué, effectivement, à la télé. Les gens sur place n'ont pas le même ressenti de ce qu'on peut dire dans les médias. Et donc, c'est ce que nous allons parler aujourd'hui en essayant de découvrir pourquoi et comment nous en sommes arrivés là. C'est parti pour la vidéo. Kanaki, donc c'est le nom originel donné par le peuple kanak, qui est le peuple originel de Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que c'est la Nouvelle-Calédonie? Donc la Nouvelle-Calédonie, c'est un archipel constitué d'une dizaine d'îles, avec la Grande Terre où se situe Nouméa et les îles Loyauté qui sont autour. Elle se situe dans le Pacifique, qui en fait donc un pays d'outre-mer pour la France, ou une colonie française selon comment on se situe. Pourquoi le nom de la Nouvelle-Calédonie? Le nom de la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir, ça a été donné par James Cook, qui est un explorateur qui trouvait une certaine ressemblance avec l'Écosse. Donc, à savoir que depuis le 24 septembre 1853, au nom de Napoléon III, ça est devenu une possession française. Donc, c'est le contre-amiral Février Despointes qui prend possession de cette terre qui sera la Nouvelle-Calédonie. Cet archipel, elle est aussi appelée par les gens qui vivent sur place l'endroit le plus proche du paradis pour ces îles paradisiaques et aussi comme c'est très reculé au niveau de la terre. Plusieurs peuples se mélangent en Nouvelle-Calédonie. Il y a les Kanaks, qui est le peuple originel, les Caldoches, qui sont les descendants des Européens qui sont arrivés au fur et à mesure des années depuis qu'on a pris possession. Il y a aussi les Wallisiens. Il y a autant de peuples que de cultures, que de langages et surtout que de coutumes. Où le peuple originel, qui sont les Kanaks, se sentent de plus en plus menacés. Donc ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais avant de parler des événements de 2024, on va revenir sur tous les événements qu'il y a eu depuis le 24 septembre 1853. La Grande Révolte de 1878, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que depuis 1853, il y a eu plusieurs tentatives de révolte au niveau des Kanaks, du coup, par rapport au peuple français, du coup, qui se sont installés en Nouvelle-Calédonie, donc les Caldoches. Et il faut savoir que la première vraie grande révolte est celle de 1878. Pourquoi celle de 1878 est importante par rapport aux autres? Il faut savoir que le 25 juin 1878, il y a une révolte qui s'appelle la révolte d'Ataï. Excusez-moi si je le dis mal, d'Ataï ou d'Até. Effectivement, je ne sais pas trop comment elle se prénomme. Ataï, c'est un grand chef kanak qui, après avoir fait trembler effectivement le gouvernement français, l'administration coloniale de l'époque, après plusieurs victoires, effectivement, dans divers endroits de Kanaki, effectivement, commence à être de plus en plus important au niveau du peuple kanak, qui se révolte de plus en plus. Pourquoi? Parce que effectivement, ils se sentent déjà à cette époque menacés. La France essaye de ramener sa culture, qui n'est pas du tout la même que le peuple kanak, et on essaie d'imposer nos lois et nos traditions. Ce que le peuple kanak, effectivement, réfute, bien évidemment. Donc, pourquoi celle-là est importante? Parce que, effectivement, Ataï, c'est un grand chef, effectivement, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. C'est un chef respecté, qui, après plusieurs batailles, comme je vous le disais, devient de plus en plus important. Et il devient tellement important que l'administration coloniale française donne une récompense pour les gens qui pourraient le trahir, que ce soit les Kanaks ou d'autres personnes. Ce qui n'arrive pas. Effectivement, les Kanaks ne le lâchent pas, mais au bout de certains moments, il a été trahi par un Kanak et il sera tué par un auxiliaire kanak, justement, payé par l'administration coloniale française. Pourquoi cette révolte est aussi importante? Parce qu'il faut savoir que quand Ataï a été tué, son crâne a été envoyé en métropole. Mais il sera envoyé pour être étudié et il ne sera renvoyé que plus de 130 années plus tard en Nouvelle-Calédonie. Il sera restitué le 1er septembre 2021. Qui est quand même quelque chose de fou quand on sait que il a été exposé dans des endroits sur Paris
est retrouvé dans un carton pratiquement abandonné. Et après de nombreuses années où le peuple kanak demande la restitution, il est enfin renvoyé dans son pays natal. Le deuxième grand soulèvement kanak, donc après la bataille d'Ataï qu'on a parlé précédemment, elle interviendra pendant la Première Guerre mondiale, qui aura lieu dans le monde entier, bien évidemment, 1914 à 1918, et la révolution kanak interviendra en 1917. Pourquoi elle interviendra à ce moment-là? Tout simplement parce que, logiquement, les Kanaks ne devaient pas être envoyés du coup pour le peuple français à aider et à faire l'armée et faire cette guerre, puisque effectivement il y avait un engagement qui est le code de l'indigénat, qui permettait effectivement à ces mêmes Kanaks de rester sur l'île et de ne pas être envoyés au front. Mais bien évidemment, l'administration coloniale française, voyant qu'il y avait de moins en moins d'hommes pour se battre, et déjà en 1917, la guerre éclatait en 1914, et pousse les Kanaks à s'engager volontairement, ce qui bien sûr va engendrer une révolution à ce niveau-là. En plus, il y a de moins en moins d'hommes sur le territoire pour surveiller effectivement l'île, puisque les hommes sont rappelés sur le front. Et du coup, en avril 1917, après de nombreuses tensions qui augmentent sur l'île, il y a un chef de tribu et d'autres membres de tribus qui se lancent dans des guérillas contre l'administration française, justement à ce moment-là. L'administration française, il faut savoir qu'elle ne laissera pas passer cette guérilla, effectivement, et cette révolution, et elle traquera jusque le 18 janvier 1918, elle traquera tous les rebelles qu'il y a eu, jusque dans les montagnes recluées, à savoir que ces montagnes, personne ne savait vraiment comment y accéder. Donc, pareil que pour la bataille d'Ataï, le gouvernement colonial français, l'administration coloniale française plutôt, demandera au peuple kanak de les aider et de trahir ce chef de tribu. Pareil, le peuple effectivement ne répond pas aux attentes de l'administration coloniale française puisqu'ils ne veulent pas trahir le chef et les autres tribus. Finalement, ils seront retrouvés le 18 janvier 1918 et il sera Monsieur Noël de Tiamou, qui sera le chef de cette guérilla, sera retrouvé et décapité. De mai 1917 à mai 1918, cette révolte, elle fera quand même plus de 200 morts sur l'île. Il y a un procès qui sera organisé pour tous les rebelles de cette guérilla, à savoir que ce procès sera fait en 1919, donc après la Seconde Guerre mondiale, et qu'elle aura quand même 78 hommes qui seront jugés, 61 seront condamnés et 2 seront quand même guillotinés en 1920. Effectivement, ça reste une bataille qui a été quelque chose de très sanglant sur l'île. Le procès qu'il y a eu derrière pour cette révolte a été aussi très dur pour les gens qui se sont révoltés. En 1931 en France, il va se passer l'événement peut-être le plus honteux de l'histoire française. Il y a l'exposition coloniale qui est censée, dans un premier temps, représenter toutes les colonies françaises de l'époque qui, pour le peuple français de métropole, est censé connaître les coutumes, leur façon de vivre, leurs traditions des pays coloniaux. Donc en faisant des stands, en découvrant peut-être leur nourriture, leur façon de vivre, ce genre de choses. Ce qui peut effectivement être quelque chose d'important pour le peuple français, mais tout ne se passera pas comme prévu pour le peuple kanak, en tout cas, qui va être traité pire que des animaux, humilié vraiment avec quelque chose de fou qui pourra se passer en France à ce moment-là. Du 6 mai 1931 au 15 novembre 1931, il y a l'exposition coloniale française, donc qui va accueillir plus de 8 millions de spectateurs, de personnes qui vont venir pour voir effectivement la fierté française des colonies. À cette époque-là, il faut savoir qu'on n'était pas dans la même époque et effectivement, nous étions fiers d'avoir des colonies, même ça a beaucoup changé pour le plus grand bien des peuples coloniaux, bien évidemment.
Effectivement, donc il y a une centaine de Kanaks qui sont recrutés à ce moment-là en Nouvelle-Calédonie pour faire découvrir la Nouvelle-Calédonie. Et effectivement, pourquoi ça va mal se passer pour eux? Les Kanaks, quand ils sont recrutés, on leur promet monts et merveilles, donc ils vont venir en métropole, qu'ils vont pouvoir découvrir Paris, qu'ils vont pouvoir visiter, qu'ils vont être logés à l'hôtel, qu'ils vont être effectivement sur des stands à faire découvrir leurs traditions. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que tout ça n'existera pas pour eux. Au lieu de se retrouver au pavillon de la Nouvelle-Calédonie, ils seront envoyés pour certains en Allemagne pour un spectacle intitulé Les derniers cannibales des mers. Donc niveau dignité humaine, effectivement, on en est très loin à ce moment-là. Mais le pire, ce ne sera même pas pour ceux qui seront envoyés en Allemagne, mais pour ceux qui resteront en métropole. Ils seront envoyés carrément dans des zoos, c'est-à-dire dans un zoo. Ils seront exposés comme des bêtes dans ce zoo. Il faut savoir que les spectateurs qui venaient les voir, ils leur balançaient des bananes, des cacahuètes et tout objet qu'ils avaient sous la main. Ils étaient considérés vraiment comme des animaux. Ils étaient obligés, pour ne pas être frappés, pour ne pas, tout en étant menacés, de grogner comme des animaux. Les femmes obligées de danser. On les a traités de cannibales. On les traitait de tout et de rien, de polygames. Ce qui n'est pas vrai, effectivement, dans ces pays-là, il n'y a pas la polygamie, ils ne sont pas cannibales, et vraiment, ça a été un désastre pour la France et un déshonneur pour la France à ce moment-là. Les spectateurs, ils en avaient rien à faire, ils étaient là pour s'amuser, pour leur balancer des choses et pour être indignes, alors on sortait quand même d'une guerre qui avait été effroyable de 1914 à 1918, et la dignité humaine apparemment n'avait pas été encore retrouvée à ce moment-là. Il faut savoir qu'il y a des groupes d'associations qui se sont révoltés, et ça a quand même mis du temps à se mettre en place. Il y a certains Kanaks qui seront envoyés en Autriche, qui feront des tournées en Allemagne, et ça a été vraiment scandaleux pour la France. Le 15 novembre, ils ont pu enfin être libérés de tout ça, être renvoyés en Nouvelle-Calédonie, mais ça reste un traumatisme énorme pour le peuple kanak. C'est des générations qui sont traumatisées. Vous allez en Nouvelle-Calédonie actuellement, ils en parlent encore dans les tribus, effectivement, parce que c'est les grands-parents qui ont subi ça, et que pour eux, effectivement, la France, dans leur esprit maintenant, n'est plus la terre promise qu'on leur avait fait découvrir, mais effectivement là où ils ont été le plus humiliés du monde, considérés comme des bêtes et mis dans des cages comme des animaux. Cette histoire, elle reflète un peu notre rapport avec la Nouvelle-Calédonie, qui va engendrer tout un tas d'événements par la suite. Donc là, on voit quand même que ce peuple a été vraiment humilié et maltraité par le peuple français depuis qu'on les a colonisés. Nous voici maintenant dans les années 60. Dans les années 60, comme on le sait tous, en mai 1968 en France, il va se passer la révolte des étudiants, donc mai 68. Le peuple kanak, voyant ça, les jeunes veulent aussi se révolter et effectivement devenir un peu plus indépendants qu'ils étaient par. Et qu'est-ce qui va se passer? Au lieu de se révolter dans la rue, au lieu de tout casser, au lieu de faire comme en métropole, ils décident, eux de leur côté, de faire des mouvements politiques pour changer la vie de la Nouvelle-Calédonie et de son peuple. Plusieurs, effectivement, partis politiques vont prendre forme à ce moment-là. Effectivement, il va y avoir le RPC, il va y avoir le RPCR, le FNSC. Donc tous ces mouvements politiques, ça va être quelque chose de bénéfique pour la Nouvelle-Calédonie, puisque en plus d'avoir des partis politiques, il va y avoir des personnalités politiques très douées de leur génération, très puissantes et avec des paroles très sensées, qui vont pouvoir éclore, tels que Jacques Lafleur ou Jean-Marie Djibalou. Il faut savoir qu'à ce moment-là aussi, il y a des mouvements et des revendications nationales, du coup, et des mouvements secrets tels que les Foulards Rouges ou le groupe 1878, référence à la première révolution kanak, qui apparaissent au sein de l'île. Mais le plus important va être vraiment les partis politiques qui vont se mettre en place.
Donc là, nous sommes dans les années 1960, hein, du coup, et tout commence à se mettre en place à ce moment-là, et tout se passe bien au sein du pays, puisque les revendications sont faites, mais de manière pacifique, on va dire, et tout se fait dans la légalité. Maintenant, nous voici en 1981, 19 septembre 1981. Pierre Declercq, qui est un politicien français, hein, pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, donc quelqu'un qui veut que la Nouvelle-Calédonie soit indépendante, qui est assassiné. Il est assassiné chez lui, et du coup la situation va s'embraser en Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir que après de nombreuses manifestations, de barrages, il y a un jeu politique qui se met en place, et durant l'année 1982, hein, ce qui va suivre, va être quelque chose qui va engendrer des conséquences vraiment très importantes pour la suite des choses. Jacques Lafleur, qui est à ce moment-là le représentant législatif, hein, du coup, qui a été élu, démissionne. Il remet son titre en jeu pour voir un petit peu où est-ce que ça en est à ce moment-là, hein, et il est réélu avec 90% des voix aux élections législatives, donc qui est quand même un score incroyable à ce niveau-là. 1983, tout va s'accélérer. Il y a 2 gendarmes qui sont tués en juillet. Pour éviter que le conflit s'installe, il y a le ministre de l'Outre-mer qui décide de réunir les chefs des tribus et surtout les chefs des 2 camps pour négocier un nouveau recours. Donc les chefs des 2 camps, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement les chefs des indépendantistes et de ceux qui veulent que la Nouvelle-Calédonie reste française. Les indépendantistes, eux, ils sont représentés par Jean-Marie Tjibaou, qui effectivement, comme je vous l'ai dit plus tôt, est un politique qui fait ses preuves et qui grimpe de plus en plus. Et de l'autre côté, eh ben, il y a Jacques Lafleur qui a été réélu et qui représente les non-indépendantistes, donc les gens qui veulent rester français. En fait, il y en a un qui va représenter vraiment le peuple kanak et l'autre qui va représenter le peuple caldoche. Donc voilà, donc c'est à ce moment-là que ça va se mettre en place ce jeu politique et qui va mettre en place des choses qui vont devenir effectivement très dangereuses, hein, en fait, puisque ça va être la petite flamme, les petites étincelles qui va tout faire dégénérer pour la suite des choses. Il faut savoir que les indépendantistes, ils veulent que seuls les Kanaks votent. Donc, ce qui représente 60 000 personnes sur 127 000 personnes qui sont dans le pays, pour décider de l'indépendance. Ça veut dire qu'ils veulent que seul le peuple légitime de Nouvelle-Calédonie, donc les Kanaks, votent pour savoir s'ils veulent rester une colonie française ou sortir. Ce qui, bien sûr, ne plaira pas aux Caldoches qui sont installés depuis 1853, les descendants de cette génération, qui eux veulent bien évidemment rester en Nouvelle-Calédonie, mais que celle-ci reste française. Et c'est là que Jacques Lafleur, qui représente le RPCR, il refuse. Bah, forcément, lui, il représente les Caldoches. Il veut que tout le monde puisse voter. Donc là, de 84 à 88, il y a plusieurs mouvements politiques qui vont avoir lieu au sein de l'île, hein, plusieurs affrontements, malheureusement, des couvre-feux qui ont lieu durant des années, et de jeunes Kanaks qui seront tués par le GIGN à ce moment-là. Comment le statut Ponce va engendrer une catastrophe au sein de la Nouvelle-Calédonie? Bernard Ponce, donc qui est un ministre d'outre-mer sous les ordres de Jacques Chirac, hein, qui était Premier ministre à l'époque, va en 1986 mettre le statut Ponce. Le statut Ponce, ça va être un statut qui va, en gros, tout faire pour que l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie ne passe pas. En 1987, il y a l'État français qui va mettre en place une surveillance militaire sur les tribus. Donc ça veut dire que toutes les tribus vont être surveillées, les chefs de tribus vont être écoutés, ils vont laisser les partis politiques contre l'indépendance pouvoir manifester, faire des débats, pouvoir effectivement faire des réunions. Et tout ce qui va être parti politique pour l'indépendance, eh ben, ça va être réprimandé avec les forces de l'ordre qui vont venir au contact des manifestants pour les frapper, pour les disperser,
En gros, ils font tout pour que les indépendantistes ne puissent pas se révolter. Ils font en sorte que tous ceux qui sont contre l'indépendance, eh ben, ils puissent tranquillement avancer leur programme politique. À partir de là, c'est là que tout va déraper en Nouvelle-Calédonie. Donc, il y a le FLNKS, donc le Front le Front de libération de la Nouvelle-Calédonie, hein, tout simplement de Kanaki en fait, qui va regrouper plusieurs partis politiques pour l'indépendance, en gros un petit peu comme on pourrait dire la NUPES, hein, qui a fait que tous les membres politiques de la gauche se réunissent pour les dernières élections, ou comme ils voulaient faire pour la droite, réunir toute la droite. Donc vraiment, ils vont réunir tous les partis politiques indépendantistes et en faire qu'un qui sera le FLNKS. Dans un premier temps, ils décident de boycotter le référendum d'autodétermination. Le pire, c'est qu'ils vont aussi boycotter les Jeux du Pacifique. Donc en boycottant les Jeux du Pacifique, il y a certains pays qui vont, par solidarité, hein, ne pas y participer non plus. Le vote pour le référendum étant boycotté par les indépendantistes, eh ben 59% des inscrits seulement y participeront. Et l'indépendance, du coup, elle sera rejetée à 98,3%. Donc pourquoi ils ont boycotté le référendum? Tout simplement parce que le référendum était une énorme blague. En fait, ils savaient très bien que même s'ils votaient pour, à ce moment-là, le gouvernement français ne les laisserait pas être indépendants, puisqu'il y avait de plus en plus de répression sur ceux qui voulaient être indépendants. Il va arriver cette fameuse année 88, où là, il va y avoir un drame après le statut Ponce numéro 2. Le statut Ponce numéro 2, donc déjà que le premier était fortement critiqué au sein de la Nouvelle-Calédonie par les Kanaks, donc je vous laisse imaginer le statut 2, hein, qui va pour le coup être pire, hein, au niveau des lois, de tout ce qui va être interdiction pour le peuple kanak. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans une loi qui va être un véritable scandale. La colère, elle va gronder de plus en plus. Mais en 1988, faut pas oublier qu'à 16 800 km de là, donc en France, il y a l'élection présidentielle de cette année entre Mitterrand et Jacques Chirac. Donc en fait, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en fait, eh ben, on n'y fait pas trop attention, on laisse un petit peu les gens de là-bas faire ce qu'ils veulent. En gros, très clairement, c'est on a envoyé Bernard Ponce, il se débrouille, il rend des comptes à Chirac et basta. Ce qui va se passer, c'est que il va y avoir tellement une colère qui va monter au sein de la Nouvelle-Calédonie qu'il va y avoir ce fameux drame qui va s'appeler la grotte d'Ouvéa. Nous sommes le 22 avril 1988. Le statut Ponce qui a fait ses preuves, si on ose dire ça comme ça, hein, puisque le référendum a été un succès pour la France, puisque la Nouvelle-Calédonie reste française et que ça a été boycotté par les indépendantistes. Mais la colère gronde, la colère monte et les Kanaks en ont marre. Ils sont révoltés de tout ce qui se passe dans leur pays. Ils sont révoltés parce qu'on leur donne de moins en moins de pouvoir au sein de leur propre pays et on essaye de les clairement de retirer leur culture et d'en imposer une autre. Ce jour-là, ce qui va se passer, c'est qu'une soixantaine d'indépendantistes du FLNKS, hein, du coup, vont se révolter et vont attaquer une gendarmerie. Dans ce mouvement, qui est organisé par Alphonse Diano, donc qui sera le chef de ce mouvement révolutionnaire et de cette révolte, hein, du coup, le but de la manœuvre était tout simplement de occuper la gendarmerie jusqu'au deuxième tour de l'élection présidentielle qu'il y avait à ce moment-là en France. Malheureusement, ce qui va se passer, c'est que l'attaque va engendrer 4 morts. 4 gendarmes vont être tués dans cette violente attaque et un va être gravement blessé. Donc en fait, au lieu d'occuper les lieux, puisqu'ils ne peuvent plus occuper les lieux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont récupérer des armes dans la gendarmerie et prendre en otage le restant des armes. Donc, ce qui a été dit en France à ce moment-là, c'est qu'ils ont été attaqués, la gendarmerie à l'arme blanche, que ça a été un véritable déchaînement de haine contre la gendarmerie, ce qui n'est pas vrai, hein, puisque effectivement, ce qui s'est passé, c'est que ils voulaient bien évidemment prendre les gendarmes en otage, mais ne tuer personne à ce moment-là. À l'époque, le Premier ministre, hein, du coup, va faire en sorte de les
de les juger, de dire que effectivement c'est un scandale, que voilà, c'est la République qui a attaqué, ce qui était vrai à ce moment-là. À savoir que dans l'attaque, il y a aussi 3 indépendantistes qui sont blessés au cours de l'attaque. Donc à ce moment-là, ils vont prendre 26 gendarmes en otage. Il y en a 11 qui seront emmenés au sud, libérés 3 jours après grâce à des dialogues, surtout grâce aux vieux. Donc quand on dit les vieux en Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que ce n'est pas une insulte, mais ils appellent les vieux un petit peu les sages, c'est-à-dire les anciens qui sont là pour un petit peu donner de leur sagesse. Donc grâce aux vieux et aux parlers et aux coutumiers du coup des villages, ceux-là sont libérés. Les 15 autres, eux, n'auront pas cette chance. Dans le nord, ils sont emmenés par Alphonse Dianou et ils sont emmenés dans la grotte d'Ouvéa. La grotte d'Ouvéa, qui est une grotte qui est difficile à atteindre puisque, en fait, il faut traverser une jungle et qui est vraiment une jungle qui est terrible à traverser pour le coup. Et ce qui fait que, déjà, de 1, on va avoir du mal à trouver la grotte et de 2, c'était le meilleur endroit pour cacher les otages. En métropole, bien évidemment, tout s'accélère. On décide d'envoyer le GIGN, d'envoyer aussi des groupes d'intervention tels que des fusiliers marins ou le 11e choc. Arrivés sur place, ils prennent en possession les lieux de la ville, effectivement les différents villages. Ils vont interroger les gens des tribus, mais au lieu de les interroger dignement, et ben encore une fois, nous allons maltraiter le peuple de Nouvelle-Calédonie. Les gens vont être attachés à des poteaux pendant des heures, ils vont être frappés, humiliés, ils vont être prisonniers, ils vont être menacés avec des armes à feu. Donc autant dire qu'il y avait vraiment une véritable haine au niveau de ces gens, effectivement, de la part de des forces de l'ordre de l'époque qui ont été sur place. Après ces violentes menaces, personne parle, évidemment, puisque en fait, il faut savoir que le Kanak est très fier et que le Kanak est très têtu et que du coup, il ne parle pas. Donc, pour pouvoir libérer les otages, eh ben, qu'est-ce qui va se mettre en place? Eh ben, ça va être essayer de trouver un pourparler avec le chef qui est Alphonse Dianou. Alphonse Dianou, il faut savoir que malgré comme on l'a décrit à l'époque, ce n'était pas un guerrier. C'est les gens qui ont pris les otages, les gendarmes, ce n'étaient pas des guerriers, c'était des pères de famille, c'était des pêcheurs, c'était des gens qui étaient sur place, qui en ont eu marre et qui au bout d'un moment, eh ben, ont pété les plombs et ont fait cette prise d'otage. Mais en aucun cas, ce n'étaient des gens qui étaient là pour tuer ou des gens qui étaient militaires ou ce genre de choses. Donc, en utilisant toutes les méthodes possibles, du coup, pour pouvoir les faire parler, et vous voyez que les méthodes, eh ben, ça marche pas. Et du coup, ces tortures, elles ont même été rendues publiques, et la Ligue des droits de l'homme, 1 an après, a considéré que ces tortures étaient comparables aux tortures pendant la guerre d'Algérie. Donc autant vous dire que c'était quand même des choses qui ont été relativement graves. Dans cette affaire, pour la suite, il y a deux versions qui vont s'opposer. Il y a la version du capitaine du GIGN, Monsieur Le Gorgus, qui, pour le coup, lui va dire qu'il avait, à un moment donné, réussi à parler avec Alphonse Dianou et que Alphonse Dianou ne voulait pas mourir, il voulait parler, il voulait que les otages soient libérés, mais que pour que les otages soient libérés, ben forcément, il y avait des revendications. Et l'une des revendications était le retrait du statut Ponce numéro 2. Malheureusement, en parlant avec Alphonse Dianou, puisqu'ils avaient trouvé la grotte à ce moment-là, et ben 6 membres du GIGN vont être pris aussi en otage. C'est-à-dire que Alphonse Dianou va dire à Philippe Le Gorgu, ok, je te laisse aller parler et dire mes revendications, mais je garde 6 de tes hommes. De l'autre côté, il y a la version de Monsieur Vidal, chef du 11e choc, et du ministre Ponce, qui eux, pour le coup, disent non, il n'y avait pas de pourparlers, il n'y avait pas de négociation possible, ils voulaient tuer les otages, ils étaient là pour massacrer les gendarmes. Ce qu'on a su par la suite, qui n'était pas vrai,
selon certaines sources, vrai selon d'autres. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Du coup, le pourparler n'aura pas lieu. Les revendications ne vont pas être acceptées. Et Monsieur Chirac, à l'époque, dit à Bernard Pons qu'il faut que ce soit réglé au plus vite, parce qu'il y a les élections qui arrivent. Donc Chirac prend la décision de faire une attaque. Mitterrand était pour le dialogue, Chirac sera pour l'attaque frontale. Voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc l'attaque, comment elle va se passer? Elle va être faite le 5 mai à 6h15 du matin. 74 hommes participent à l'assaut de la trentaine de preneurs d'otages. Donc 74 hommes qui vont traverser la jungle et qui vont se retrouver face à face avec les 30 preneurs d'otages, en sachant qu'il y avait les gendarmes à ce moment-là on ne savait pas où ils étaient, on savait qu'ils étaient dans une grotte, mais du coup vraiment le terrain n'avait pas été étudié. Donc vraiment, c'était y aller pour y aller. Après une longue bataille, puisque celle-ci, elle va durer des heures, des coups de feu qui vont être multipliés, cette opération, elle va coûter la vie à 21 personnes. 2 dans le camp de l'armée et 19 chez les Kanaks. Pareil, à partir de là, il y a 2 versions qui vont s'opposer. Il y a une version qui vont dire qu'il y a 3 preneurs d'otages qui vont être exécutés sommairement. Donc vraiment, ils s'étaient rendus, ils étaient désarmés, et ils vont être tués sur place, exécutés. Et que leur chef, Alphonse Dianou, qui était blessé mais en vie au moment de la fin de l'attaque, il va être laissé pendant des heures par terre, non soigné, et que du coup, on va le laisser mourir de ses blessures. Parce qu'il va être aussi passé à tabac pendant ces 4 heures. Donc là, pareil, 2 versions qui s'opposent. Laquelle est la bonne, laquelle est la moins bonne? On ne saura peut-être jamais. Seuls les gens qui étaient sur place sauront à ce moment-là ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment une tuerie, puisqu'il y a eu beaucoup de morts dans ce moment, et ça a été vraiment un drame pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu'un an après, quand il y a eu la commémoration des morts de la grotte d'Ouvéa, Jean-Marie Djibaou, donc qui était leader du FLNKS à cette époque, et son bras droit, Yewene Yewene, ils seront abattus. Ils seront abattus le 4 mai 1989 par Djoubeli Wea, qui est un Kanak indépendantiste et qui leur reprochera tout simplement d'avoir signé les accords de Matignon juste après le drame de la grotte d'Ouvéa. Les accords de Matignon, on va en parler dès maintenant. Suite à l'épisode sanglant de la grotte d'Ouvéa, la Nouvelle-Calédonie doit apaiser son cœur et retrouver le calme. C'est alors que, sous l'égide de Michel Rocard, le parti indépendantiste FLNKS représenté par Jean-Marie Djibaou et le parti anti-indépendantiste représenté par Jacques Lafleur, ils décident de se réunir afin de trouver effectivement un compromis sur les tensions qui se passent en Nouvelle-Calédonie. Et c'est donc le 26 juin 1988, à Paris, que les accords de Matignon ouvrent une paix civile. Ils ouvrent la porte plutôt à une paix civile parce qu'ils ne peuvent pas oublier ce qui s'est passé précédemment. Les propositions, tout simplement, dans ces accords, ils sont de prévoir que dans 10 ans, il y aura un nouveau vote des Néo-Calédoniens pour ou contre l'indépendance. Période qui permettra, grâce au développement promis par la France, grâce à un financement, grâce à une garantie économique promise par la France, de pouvoir développer le pays, de pouvoir développer les formations pour les Kanaks, pour les Calédoniens aussi, bien évidemment, donc Kanak et Caldoche, pour pouvoir effectivement que le pays retrouve un petit peu de sa souveraineté, retrouve un petit peu une paix et retrouve un petit peu une vie normale, effectivement. Et pour ça, ils promettent de les aider financièrement, de les aider dans les formations et de les aider dans les institutions. Et là, c'est là que c'est très important pour la suite, c'est que cet accord, donc certains vont être d'accord, d'autres non, effectivement, avec ce qui se passera à ce niveau-là, c'est que la grotte d'Ouvéa va en gros être oubliée. Quand je parle d'oublier, ça veut dire que une amnistie
complète sur les événements de la grotte d'Ouvéa va être mis en place dans ces accords. C'est-à-dire que ça interdira tout procès sur les 4 gendarmes tués au moment de la prise d'otage, des 2 gendarmes tués pendant l'attaque et des 19 Kanaks tués aussi à ce moment-là. C'est-à-dire que effectivement, il n'y aura pas de procès tout simplement pour la grotte d'Ouvéa, puisque ça sera une amnistie totale. Les accords, eux, ils seront complétés le 20 août 1988 et ceux-ci donneront lieu aux accords d'Oudinot. Ce qui fait que ces accords seront appelés les accords de Matignon-Oudinot. Maintenant, on va parler des accords de Nouméa. Donc, 10 ans se sont passés depuis les événements de la grotte d'Ouvéa, et on est donc le 5 mai 1998. Et c'est alors que, effectivement, comme les accords de Matignon l'ont mis en place, il devait y avoir un référendum sur l'indépendance ou non de la Nouvelle-Calédonie. Mais avec ces nouveaux accords, donc les accords de Nouméa, celle-ci va être repoussée pour l'autodétermination, donc ça va être repoussé à une période située entre 2014 et 2018, ce qui laisse vraiment une grande marge à ce moment-là, mais ce qui permet surtout au gouvernement français de rester en possession de l'île, effectivement. Donc, d'un côté, effectivement, on promet que grâce à ça, on va aider la Nouvelle-Calédonie à se développer, mais en contrepartie, effectivement, ça restera français. Cet accord, il promet un transfert progressif, du coup, jusqu'en 2014, dans tous les domaines. Donc, pour que la Nouvelle-Calédonie retrouve sa souveraineté, mais bien évidemment, pour ne pas qu'elle trouve non plus sa souveraineté à 100%, tout ce qui va être défense, justice, monnaie, ainsi que sécurité intérieure, ils resteront 100% sur les compétences de la République française. C'est-à-dire que ces 4 axes, ils seront en aucun cas décidés où les Kanaks auront le droit de dire quelque chose pour ces 4 axes. Cet accord, il sera voté, il sera approuvé à 72%, qui est un score effectivement relativement haut quand on voit ce qu'il en est. Mais je pense surtout effectivement que la Nouvelle-Calédonie, à ce moment-là, ils voulaient être apaisés, ils voulaient soigner tout ce qui s'était passé avant et qu'ils voulaient au moins retrouver la paix pour un laps de temps. De 1998 à 2023, tout semble paisible en Nouvelle-Calédonie. Rien n'a déclaré au niveau de révolte, des manifestations, effectivement, il y en a eu, mais comme en métropole, sur tout ce qui allait être pouvoir d'achat, l'inflation, les retraites, ce genre de choses, il y a eu des manifestations, mais ceci correspond plus à l'ère du temps, comme il y a pu avoir en métropole, mais en aucun cas il y a eu des mouvements pour se révolter, on va dire, pour effectivement l'indépendance, comme il y a pu avoir dans le passé. Mais maintenant, on en arrive au sujet qui nous intéresse. Effectivement, la vidéo est un petit peu longue, mais je pense que pour expliquer des événements, il faut savoir reprendre le passé. Et c'est important de rappeler tout ce que ce peuple a subi et pourquoi on en est arrivé là en 2024. Et comment et pourquoi les événements de 2024 arrivent et pourquoi ça devient effectivement proche d'une guerre civile en Nouvelle-Calédonie. Donc voici les événements de 2024. Alors pourquoi en 2024 nous nous retrouvons dans une telle situation alors qu'il y a eu plus de quasiment 30 ans de paix en Nouvelle-Calédonie? Tout simplement, les accords de Nouméa, les accords de Matignon, une réforme qui avait eu aussi sur une loi constitutionnelle le 23 février 2007, le gouvernement français a décidé de la modifier. C'est une loi qui va être mise en place, effectivement. Personne n'en voulait, les indépendantistes n'en voulaient pas, le peuple kanak n'en voulait pas, ils en parlent depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie, mais le gouvernement français a quand même décidé de la faire passer de force, de toute façon, comme ils savent si bien faire en ce moment. Et le 15 avril 2024, la loi, elle va être tout simplement votée. Qu'est-ce qu'est cette loi? Tout simplement, Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que depuis le
8 novembre 1998, il y a une loi qui dit que seuls les gens qui avaient qui étaient là depuis plus de 10 ans en 1998, ainsi que leurs descendance, avaient le droit de voter aux élections législatives. Pour mettre en place des chefs, ce genre de choses, et ben, seuls les gens qui étaient là-bas avant 1998 et leurs descendance avaient le droit de voter. Cette loi qu'ils veulent mettre en place le gouvernement français, elle permet aux gens qui sont arrivés bien après, donc depuis à peu près 10 ans, de pouvoir voter. Cette nouvelle réforme, eh ben, elle est très conspuée par le peuple kanak parce qu'elle permettra à 25 000 personnes en plus, dont 12 000 nés en Nouvelle-Calédonie, de voter. Mais pourquoi cette loi dérange? Tout simplement parce qu'elle remet en cause toute la culture kanak. C'est-à-dire que en faisant voter des gens qui viennent d'arriver ou qui sont là après 1998, tout ce qui est coutume, tout ce qui est tradition, tout ce qui est tribu, tout ce qui fait la fierté kanak, ce qui fait la force kanak, eh ben c'est remis en cause parce que c'est amené à disparaître, ce que les Kanaks ne veulent pas, et c'est compréhensible. Et ça, le gouvernement français ne l'a pas compris. Ça veut dire que au lieu d'écouter le peuple, eh ben non, nous avons voté en force. Et voilà pourquoi on en arrive à une telle situation. Édouard Philippe avait été en Nouvelle-Calédonie, il a entendu le peuple gronder, il en a fait remonter les informations à Emmanuel Macron. Marine Le Pen a été, elle a entendu les gens se révolter, elle en a aussi informé le gouvernement. Mais non, nous l'avons quand même voté. Et là, qu'est-ce que ça dit pour ça? Eh ben, c'est un peuple qui est légitime, le peuple kanak, eh ben, qui est en danger. Et pourquoi ce changement il met en danger les Kanaks? Eh ben, pour la simple et bonne raison, c'est que les descendants des Caldoches, eh ben, ils veulent en gros imposer leurs lois, ils veulent imposer leurs coutumes, ils veulent imposer leurs traditions. Et ce qui fait la tradition kanak, ce n'est pas ce que les Européens qui sont arrivés ou les descendants d'Européens veulent mettre en place. C'est le peuple kanak qui est souverain chez lui et depuis toujours. Mais en les humiliant, en les maltraitant comme on a fait depuis des années, en leur empêchant de vivre leur vie, en leur empêchant d'avoir leurs coutumes, on a empêché les Kanaks d'être eux-mêmes. Donc, dans leur tête, qu'est-ce que c'est pour eux? C'est, on veut, en fait, qu'il n'y ait plus de Kanaks. Ils veulent qu'ils soient, les Kanaks deviennent européens, en fait, tout simplement, qu'ils aient leur tradition européenne. Et c'est tout. Mais pourquoi on veut absolument que on reste en Nouvelle-Calédonie et qu'ils ne reprennent pas leurs racines? Eh ben, tout simplement parce que en Nouvelle-Calédonie, il y a quelque chose qui s'appelle le nickel. Le nickel, c'est une matière première qui est dans les téléphones portables. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a des mines et qui fait qui rapporte beaucoup d'argent. Le gouvernement français, eh ben, ils ne veulent pas perdre ces mines, tout simplement. Ils ont peur que la Chine prenne possession de ces mines si la Nouvelle-Calédonie devient indépendante, que l'Australie prenne possession de ces mines. Donc, effectivement, on arrive à un point que la souveraineté kanak, eh ben, on s'en fout, en fait. C'est juste pour le nickel et pour imposer les lois de la France. Mais en faisant ça, eh ben, on en arrive aux événements actuels. Ça a explosé. Il y a des couvre-feux en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des morts, il y a des gendarmes qui ont été morts, il y a des Kanaks qui sont morts. À la télé, on parle pas assez de ce qui se passe vraiment. Il y a des vidéos qu'on n'a pas montrées. Il y a des gens qui ont été pas exécutés parce que c'est pas volontaire. Je ne pense pas qu'ils voulaient le tuer, mais on voit des gendarmes qui, un Kanak qui est menotté, qui est à genoux, et le gendarme lui met un coup de pied dans la tête. Ce Kanak est mort, il faut le savoir. Il y a beaucoup de morts qui n'ont pas été parlées. Il y a des armes à feu, c'est une véritable guerre civile. Les affrontements sont fous. Il y a une telle violence en ce moment, on n'en parle pas assez, on préfère parler d'autres sujets. Mais la vérité, on parle de racisme anti-blanc, on parle de violence. Oui, il y a de la violence. Ce n'est pas du tout du racisme anti-blanc. C'est la légitimité d'un peuple qui ne veut pas perdre sa culture.
En Nouvelle-Calédonie, vous pouvez y aller, il y a des Blancs qui sont avec des Kanaks et qui veulent l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, qui ont pris goût aux coutumes, qui ont pris goût aux tribus, qui sont dedans. Mais tout ça n'est pas le sujet qu'on parle à la télé. Tout ce qu'on parle, c'est une révolte, racisme anti-blanc. Ils ont la haine de la France. Peut-être qu'ils ont la haine de la France avec ce qu'on leur a fait subir durant des années, avec l'humiliation de ce peuple. Mais tout ce que ce peuple a subi, quel autre peuple aurait pu subir ça sans rien dire? Donc effectivement, il y a de la violence. Effectivement, il faut arrêter cette violence. Mais pour arrêter cette violence, il faut écouter les chefs de tribu, il faut écouter les coutumiers, il faut écouter les jeunes Kanaks. Il faut savoir que le chômage explose. Il faut savoir que les Kanaks n'ont pas effectivement les mêmes droits dans leur propre pays que les Caldoches. Il faut savoir que certains Kanaks n'ont pas accès à certains emplois alors qu'ils sont dans leur propre pays. Et ça, ce n'est pas normal. Donc effectivement, il faut que tout ça cesse, il faut que tout ça s'arrange, mais pour arranger les choses, il faut que le gouvernement français écoute le peuple kanak, sache ce qu'ils veulent vraiment et arrêter de vouloir dissoudre ce peuple. Ce peuple qui est un peuple fier, qui a des valeurs et qui est mais il est à 18 000 kilomètres et nous, en tant que Français, on laisse ça. Ce n'est plus on devait arrêter effectivement les colonies, mais en fait, on se comporte encore comme des coloniaux. Même si à la télé, ils disent oui, mais maintenant, non, non, on se comporte encore comme des coloniaux dans leur propre pays. Donc, effectivement, je suis ni Kanak, ni Caldoche, ni Zoreille. Je suis une simple personne de métropole, mais qui a des contacts là-bas, qui a des échos, qui voit les choses qui se passent qu'on ne montre pas à la télé, et qui voulait vous faire cette vidéo pour vous faire comprendre que effectivement la Nouvelle-Calédonie est un peuple libre. Il faut qu'il devienne un peuple libre. Il faut que les Kanaks redeviennent libres. Il faut que cette guerre cesse et il faut que le gouvernement écoute ce pays. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des retours, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à liker. Cette vidéo a été faite avec Miguel MNV, du coup, qui est un monteur. C'est celui qui montera la vidéo. Je vous laisse son lien en description pour aller voir ses vidéos. Et puis, je vous souhaite à tous une bonne journée.